présentation de toutsurlehockey.com. Aujourd'hui, dans le TSLH Podcast, on vous présente 4 nouveaux profils d'espoir pour le repêchage 2021. Bienvenue dans le TSLH Podcast. Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle capsule sur le repêchage 2021 de la Ligue nationale de hockey. Mon nom est Pascal, je suis chroniqueur au toutsurlehockey.com ainsi que membre du TSLH Podcast. Aujourd'hui, on se gâte, on va parler d'un espoir éligible à la prochaine séance. Il s'agit de William Eklund, un Suédois qui évolue dans la SHL. Donc, la capsule va parler du talent du jeune, de ses faiblesses, de ses forces avec qui il évolue sur la glace. On va parler offensive, défensive, mobilité, jeu physique et tout. Donc, on va faire un bon petit portrait global du jeune. On va commencer un peu par sa bio. Comme je disais, c'est un Suédois, il a 18 ans, il est né le 12 octobre, donc c'est un des plus vieux de la séance. Un mois plus tôt, et il a été éligible à la séance 2020. C'est un Suédois, il est ailier gauche, c'est un gaucher de 5 et 10, 172 livres. Elite Prospect le marque comme également un centre, mais personnellement, je l'ai jamais vu jouer au centre cette saison. C'est peut-être arrivé sur quelques présences, mais je l'ai jamais vu. En 31 matchs, il a été blessé durant une période avant le championnat du monde et un peu après. Il y a 18 points en 31 matchs, 9 buts, 9 passes. C'est très bon pour un très jeune joueur comme ça. Il faut savoir que Djurgården, son équipe dans SHL, a tendance à faire confiance aux jeunes. Donc, c'est une très bonne chose pour ce joueur-là. Comme je disais, au cours de la saison, c'est un joueur qui a eu un très bon début. Après ça, une période un peu plus creuse après les fêtes en janvier. Et dernièrement, ça vient de repartir. Là. Il commence à produire un peu plus. Si on regarde ses compagnons de trio, vu qu'il y a eu des blessures à lui et à Holtz qui a joué au championnat du monde junior, il a joué un peu moins que plusieurs jeunes joueurs, mais globalement, il joue sur le troisième trio avec Eklund, Ostman et Holtz. Mais il a également joué avec Oath et Josephson, un ancien du New Jersey. Mais on peut dire que il joue globalement sur 2 troisième trio là, et il est très, très bon. Je peux vous assurer que ce joueur-là va sortir dans le top 10 et on va commencer par ses aptitudes offensives. Au niveau de ses aptitudes offensives, Eklund est un joueur très polyvalent en offensive. Pourquoi je le nomme? J'ai dit tantôt qu'il était dans le top 10 du prochain repêchage. C'est principalement en raison de ses aptitudes offensives. C'est un gars très polyvalent. En plus d'être capable de finir les jeux, il est capable d'en créer pour ses coéquipiers. Mais je le vois plus, personnellement, comme un fabricant de jeu. Oui, il a eu 9 buts, 9 passes, mais sérieusement, je le vois vraiment plus comme un fabricant de jeu. Donc, si on regarde, premièrement, par son tir, il a un excellent tir qui est très précis, qui peut décocher assez rapidement. Je vois pas vraiment de faiblesse à ce niveau-ci. C'est sûr qu'avec un gain de force qui va être nécessaire pour atteindre l'Amérique du Nord, il va s'améliorer, mais il est très précis, puis que ce soit du cercle des mises en jeu ou en face du filet, très près du filet, il est capable de battre n'importe quel gardien de but, surtout avec un écran et tout. Une des affaires que j'aime le plus avec son tir, c'est qu'il a un excellent tir sur réception, mais il a une très bonne capacité à rendre n'importe quel tir dangereux pour le gardien de but. C'est pas seulement, mettons qu'il y a un écran devant lui, mais il va être capable de faire un petit mouvement de la rondelle juste avant de tirer pour cacher encore plus
le point de départ de son lancer au gardien de but pour le rendre encore plus menaçant. Mais c'est pas Alexander Holtz à ce niveau-là ou Cole Caulfield qui sont vraiment des experts là-dedans, mais il y a quand même un certain talent. Ensuite, pour sa vision du jeu, écoutez, c'est un joueur il est faible physiquement, c'est pas le plus explosif au niveau du patin, il est très agile, on va en parler plus tard, mais au niveau de de fabricant de jeu, il voit tout sur la glace. Comme j'avais dit un peu sur Kent Johnson, il va faire des 360, beaucoup de mouvements, pas inutiles, mais quand même nécessaires dans la NCAA pour se dégager puis faire une passe savante que tu pensais jamais qu'il avait vu joueur. Mais Eklund, il va le faire aussi, mais plus en protégeant la rondelle, en restant vraiment bas et en repérant son joueur très rapidement, et il va faire une passe incroyable à son joueur qui est souvent Alexander Holtz pour créer une chance de marquer, et souvent avec Holtz, ça crée un but. Donc, sa capacité à faire des buts ou à créer des chances de marquer, même s'il est couvert par 2 ou 3 joueurs dans le fond de la glace, est parmi les meilleurs dans le repêchage. C'est une des choses pourquoi on le voit souvent sur certains classements, comme même le premier espoir de la séance ou dans le top 3. Faut vraiment pas sous-estimer ce joueur-là. Il a un potentiel d'amélioration vraiment élevé, même si en ce moment, il joue dans SHL et il domine pas, là, mais il est très, très bon. Il est couvert un peu par son équipe, comme Alexander Holtz l'année passée. C'est-à-dire, Holtz l'année passée, il jouait sur le top 9, top 6, mettons, mais seulement en situation avantageuse pour lui. Même si son niveau défensif était un peu sous-estimé par la plupart du monde et son implication dans toutes les sphères du jeu était sous-estimée, il était vraiment couvert par ses coachs. Mais c'est un peu le même cas pour Eklund cette saison, puis c'est une très bonne chose pour son développement. Je vois en ce joueur-là quelqu'un qui va driver en offensive, pas comme Crosby ou peu importe, là, mais quelqu'un qui va être capable de rendre les joueurs avec lui meilleurs, puis de vraiment rendre le travail difficile à la défensive adverse. C'est comme ça que je vois son offensive à lui. Sinon, s'il y a quelque chose à améliorer, ça va être plus au niveau de sa mobilité. On pourrait en parler tout de suite, c'est ça qu'on va faire. La chose que j'aime le moins de sa mobilité, c'est vraiment plus aller chercher sa vitesse maximale. Parce que c'est un gars très fluide, OK? Dans le fond, c'est pas un patineur nord-sud, c'est plus un patineur est-ouest. C'est-à-dire qu'il va faire beaucoup de mouvements en cercle ou en fond beaucoup de mouvements latéraux pour se débarrasser de ses joueurs, mais il est pas capable d'aller chercher la vitesse de plus, dans le fond, la vitesse de pointe de plus pour être capable de déborder l'adversaire. Ça arrive qu'il le fait. OK, ça va arriver qu'un défenseur va rater son pivot. Mais je ne vois pas pantoute le faire en Amérique du Nord pour le moment. Ça va venir. Écoute, il est petit, il a 175 livres, je me souviens bien. Donc, ça va venir. Avec la maturité de ce joueur-là, puis je suis sûr que c'est un joueur qui a une bonne éthique de travail. S'il joue déjà dans la SHL, tu peux pas te pogner le derrière, comme on dit, là. Faut absolument que tu sois un bon joueur sur la glace. Puis en dehors de la glace, puis je suis pas mal sûr que ça en est un. Donc, une fois qu'il va avoir pogné sa vitesse de pointe-là, plus rapide, d'après moi, il va être difficile à arrêter pour n'importe quelle équipe. J'aime beaucoup sa fluidité. Techniquement, sa fluidité et sa technique de patin, je l'aime. C'est pas quelque chose qui est un défaut pour lui, là. Il va utiliser beaucoup de changements de direction et de mouvements d'épaule et de poignet pour se débarrasser de ses couvreurs, puis ça va marcher souvent, là. Mais j'adore sa façon de ralentir le jeu pour s'offrir des options de passe. C'est quelqu'un qui va utiliser beaucoup sa mobilité pour son offensive, pas pour couper au filet ou pour déborder, parce qu'il sait qu'il est pas capable, probablement pas capable. La majorité du temps, il est pas capable contre les défenseurs adverses, mais tu vois que il voit le jeu devant lui, un peu comme, là, je compare pas leur talent ou peu importe, mais un peu comme Suzuki. Suzuki, il savait qu'il était pas le plus rapide, mais il savait comment utiliser son intelligence, son anticipation puis sa vision du jeu pour créer des opportunités pour lui malgré son manque de vitesse. Mais c'est la même chose un peu pour Eklund. Puis je crois que la transition
C'est pas sa tête qui va l'empêcher de faire une belle transition en Amérique du Nord, c'est plus ses capacités physiques. Puis une fois que ça va être amélioré, il va jouer sur le top 6 d'une équipe de la Ligue nationale de hockey. Selon moi, il n'y a aucun espoir qu'il y ait un sure shot pour la Ligue nationale de hockey, mais lui, j'ai pas de doute que ce gars-là va être bon dans la Ligue nationale de hockey, surtout offensivement. Comme je disais plus tôt, c'est pas un joueur qui va dominer physiquement ses adversaires, c'est plutôt le contraire. Mais c'est pas un problème parce que c'est le cas pour la plupart des attaquants offensifs et, au travers du monde dans les ligues d'hommes. Quand vous avez 17-18 ans, c'est vraiment normal, vous n'avez pas encore la pleine maturité physique. Donc, pour moi, je vois pas un problème. Puis ce que j'aime le plus, c'est qu'il n'a pas peur. Il n'a pas peur d'aller dans le trafic puis le long des bandes. C'est surtout un joueur qui est bon le long des bandes, je vous dirais, que vraiment devant le filet. Il va jouer en périphérie du filet, mais pas nécessairement aller se planquer devant le filet puis manger des coups de bâton dans l'arrière de la... De toute façon, c'est pas son rôle. Mais pour créer des revirements le long de la bande, protéger la rondelle pour ensuite repérer des joueurs, il est excellent là-dedans. Ça m'a étonné de voir un joueur aussi petit, 5'10", 170 livres, à être aussi bon pour faire ça. Utiliser son corps pour demeurer bas, absorber contact, aller dans le fond, aller sous le contact, ça c'est quelque chose qui est très important pour un petit joueur. 5'10", c'est pas si pire là, dans la nouvelle Ligue nationale de hockey, mais ça demeure que c'est très intéressant de voir cette caractéristique-là chez lui. C'est une des choses qui me permet de dire que je le vois dans la Ligue nationale de hockey dans pas longtemps, là. J'espère réellement que ce gars-là va se faire repêcher par New Jersey. Ce serait vraiment intéressant de le voir avec Holtz, avec les Devils. Mais bref, physiquement, c'est pas un gars qui va se tirer partout dans les bandes pour plaquer les joueurs. C'est pas un gars qui va utiliser son physique en défensive. C'est plutôt son bâton, son intelligence, son anticipation qu'il va utiliser. Puis il y a une certaine hargne aussi en offensive. Tu sais, l'échec avant et tout, c'est pas Brendan Gallagher qui va créer des revirements, qui va faire péter les plombs à l'adversaire, mais il sait comment attaquer les défenseurs avec son bâton puis son angle d'attaque quand il patine pour soutirer le disque ou au moins créer une bagarre 1 contre 1 avec le défenseur. Puis quand il va avoir le physique qui vient avec ça, ben ça va vraiment améliorer son taux de succès de récupération de rondelles en offensive. Pour l'instant, ça demeure très bon, mais c'est pas encore une de ses forces. Mais je le vois très, très bon dans le futur si c'est vraiment quelque chose qui améliore son physique. Ça va venir, j'ai vraiment pas peur, comme je l'ai dit plusieurs fois, avec la maturité, avec l'entraînement hors glace et de la prise d'expérience sur une glace contre des hommes, ça va être important. Puis selon moi, les recruteurs de la Ligue nationale de hockey et les équipes vont vraiment aimer le fait qu'il produit et n'est pas un élément négatif à son équipe dans la SHL. C'est impressionnant ce qu'il fait en ce moment dans la SHL. J'ai pas comparé avec d'autres joueurs de son âge, comme Holtz l'année passée et tout, mais ça demeure que pour moi, je le vois vraiment positivement, le fait qu'il joue déjà dans la SHL à son année de draft. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir garder en tête. Ensuite, niveau défensif, c'est pas nécessairement le meilleur dans sa zone. Des fois, il va être un peu décousu, il va être complètement immobile. Il aura tendance à garder ses pieds en mouvement. Pas parce que il est pas combatif et tout, mais juste pour... ça va arriver qu'il va être en retard sur un jeu, qu'il aurait pu être le gars sa rondelle, mais en fin de compte, c'est son joueur qui va se ramasser sa rondelle en premier. Ça arrive, c'est pas la fin du monde, mais je dirais pas que c'est un joueur complètement inutile. En ce moment, comme je disais, il est couvert par son équipe, mais quand le jeu se transporte en défensive, je dirais pas qu'il cause souvent des revirements impardonnables qui vont faire en sorte que ça va faire un but. Mais ça arrive. Ça peut arriver par son positionnement et tout, que la sortie de zone est retardée. Il est pas complètement inutile. Souvent, il va être l'élément de comme n'importe quel ailier, il va être l'élément de transition entre le défenseur et l'offensive, c'est-à-dire qu'il va recevoir une passe, puis il va la lancer à un joueur la faire dévier ou la lancer à un joueur qui va relancer l'attaque avec la rapidité. Mais c'est quand même rare que c'est lui qui va le faire. L'élément défensif, transition vers l'attaque, est quelque chose à améliorer chez eux. Il y a déjà une certaine
certaine amélioration qui a eu lieu cette année, mais c'est quelque chose qu'il va falloir qu'il travaille. Puis en étant sur une grande glace, quand il va arriver dans l'Amérique du Nord sur une plus petite glace avec la meilleure position, c'est quelque chose qui va être pas un mur, là, mais ça va être une bonne marche à franchir. Puis, tu sais, c'est ça pour tout le monde. Tous les Européens, c'est ça. C'est le truc des fois qui fait en sorte qu'ils sont pas capables d'atteindre la Ligue nationale de hockey. Il y a plusieurs autres facteurs, là, mais c'est dans ma thèse, c'est une des choses qui est plus difficile. Comme un peu le Norlander du Canadien de Montréal, ça va être difficile pour lui en Amérique du Nord, justement à cause de la petite glace. Pour Romanov, c'est moins difficile parce qu'il y a une mobilité élite, puis il a joué plusieurs années dans une ligue pro qui est très rapide. Fait que, tu sais, je m'en inquiète un peu moins, là. Mais pour des joueurs comme Eklund puis Norlander, un peu plus d'inquiétude, mais pas la fin du monde, là. Je m'attends à ce qu'il soit quand même compétent dans le national de hockey pour relancer l'attaque. Donc, ça fait un peu le tour de ce que je voulais dire sur William Eklund dans mon portrait de cet espoir éligible au repêchage 2021 de la Ligue nationale de hockey. J'espère que vous avez apprécié ce que j'ai dit de cet espoir-là. C'est un des meilleurs du prochain repêchage. Peut-être qu'il aurait été un peu moins haut au repêchage 2020 et au repêchage 2022 également, mais ça demeure un excellent joueur de hockey qui devrait atteindre le top 6 d'une équipe de la Ligue nationale de hockey. J'ai pas vraiment de doute là-dessus. Je dis devrait, mais qui va atteindre un top 6 de la Ligue nationale de hockey. Je sais pas où il va être repêché, mais je le vois vraiment dans le top 7, mettons, pas même top 10, je disais top 10 tantôt, mais je le vois dans le top 7, top 8, là. C'est dans le top 4 des meilleurs attaquants, si on veut, là, de la séance avec Johnson, Gunther, Beniers, puis on peut ajouter Sillinger aussi à ça. Il y en a plusieurs. Donc, on va continuer dans les prochaines capsules sur le repêchage qui vont être disponibles sur le hockey.com. On va parler d'un espoir éligible à la séance 2021. Son nom est Luke Hughes, donc le petit frère de Jack Hughes et Quinn Hughes. C'est un défenseur qui est un Américain. On va parler de tous ses talents sur la glace, que ce soit offensif et défensif, son physique, son attitude sur la glace. Donc, on va faire le tour un peu, mais pour commencer, on va plus parler de sa bio. Donc, c'est un gars qui mesure 6 pieds 2, 176 livres. Ses frères sont sûrement très jaloux de lui, parce que physiquement, il est pas mal plus imposant. Il a 17 ans. Il a encore 17 ans aujourd'hui, le 19 février 2021. Il est né le 9 septembre 2003. C'est un des plus jeunes joueurs de la séance cette année. Donc, gardez ça en tête pour le repêchage, parce que selon moi, ça va être un gros plus pour lui. Dans le fond, s'il était né le 15 septembre au lieu du 9, il aurait été éligible à la prochaine séance en 2022, excusez. Donc, c'est un défenseur, il est gaucher. Cette année, il produit à plus d'1 point par match en USCHL, en USHL et aussi pour l'équipe nationale des moins de 18 ans américains. Dans le fond, si on fait en 40 matchs là, de deux ligues, il y a 45 points jusqu'ici au 19 février. Donc, c'est un joueur excessivement talentueux en offensive. Ensuite, si on en regarde ses compagnons de défensive. Il joue la plupart du temps avec Sean Behrens, un autre défenseur du programme américain, qui va jouer les deux peuvent jouer à droite, les deux peuvent jouer à gauche. Il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. J'adore Behrens, qui va probablement être l'objet d'une de mes capsules dans un futur plus ou moins rapproché. Donc, il joue surtout avec Behrens, mais également avec Aiden Restchuk, et de temps en temps avec Strachey. Mais c'est surtout avec Behrens et Restchuk qui va jouer. Behrens est un gars plus offensif que Restchuk. Donc souvent, quand il joue avec Behrens, il va plus se concentrer sur sa défensive et moins sur son offensive. Puis c'est quelque chose qu'on a pu remarquer au début de l'année surtout. Depuis les 2 derniers mois, c'est un peu moins le cas, mais bon. Bref, dans son équipe, c'est un des meilleurs pointeurs également. Donc, pour commencer, on va parler de son offensive.
Donc, toutes ses aptitudes avec la rondelle, vision du jeu, son tir et tout, ben, c'est A1. Son tir, en fait, il l'utilise pas beaucoup, c'est plus un fabricant de jeu en offensive, mais euh, il est très précis, son tir. Le tir-passe est excellent. Euh, c'est sûr qu'il manque de poids, mais c'est 6 pieds 2, 176 livres. Il y a du poids à prendre, puis une fois qu'il va l'avoir pris, d'après moi, son tir va être beaucoup plus dangereux, un peu comme ses frères. Là. Ça va être le nerf de la guerre pour lui, de remplir son frame. Mais présentement, son tir n'est pas un problème au junior. Là. Il est très précis, il va être capable de battre n'importe quel gardien avec un écran. C'est un gars qui adore s'approcher du gardien de but avec une petite feinte pour déjouer son couvreur, qui va se mettre dans l'enclave, qui va lancer ou faire une passe savante rapide à un gars libéré dans la périphérie du gardien de but. Il est juste excellent en offensive. Simon Servant, qui est un journaliste de la presse, me fait remarquer qu'au début de l'année, quand il jouait avec Perrin, il se concentrait moins sur son offensive. Il nous en montrait pas mal, même s'il produisait, il nous en montrait moins. C'est pour ça qu'il était un peu plus bas sur sa liste, puis même sur ma liste aussi, que Vincent puis Power. C'est parce que il nous en montrait moins en offensive. Mais il y avait le potentiel pour nous en montrer plus. Mais là, depuis le Noël, mettons, il nous en montre beaucoup plus. Il est beaucoup plus confiant avec la rondelle en offensive, puis on adore voir ça. En fait, autant j'aime Benier en offensive, qui est mon préféré du top 10, mais Luke Hughes, c'est pas mal mon préféré de la défensive. J'adore Power, donc je peux pas détester Power, mais Luke Hughes, il ressemble beaucoup à Quinn Hughes, mais son potentiel offensif est moins élevé que Quinn, mais il est tellement excellent, tout en étant bon en défensive, ça on va en parler plus tard. C'est vraiment un défenseur moderne de la Ligue nationale de hockey, du hockey moderne. Il est fait pour ça, puis j'adore ça, lui. Bref, comme je disais, son tir, il a un bon tir, surtout précis, mais c'est vraiment sa qualité de fabricant de jeu qui va être excellent. Il est vraiment bon pour bouger latéralement le long de la ligne bleue, pour ouvrir les lignes de passe, pour fabriquer des occasions de marquer pour ses joueurs, ses coéquipiers. Une autre chose que j'adore beaucoup, c'est qu'il est très bon pour transporter la rondelle, la tête haute, utilise sa vitesse, il est très mobile, c'est vraiment, vraiment, vraiment mobile, fluide, il n'y a quasiment rien à améliorer là, pour atteindre la Ligue nationale de hockey, juste à prendre de la maturité et de la force dans ses jambes. Fait que, tu sais, son offensive en ce moment est basée sur sa mobilité puis sa vision. Puis on adore le voir jouer. Souvent, pas souvent, mais ça arrive qu'il va complètement faire le tour de la zone offensive pour justement ouvrir les lignes de passe pour complètement abuser quasiment, manipuler le corps défensif. C'est très, très, très impressionnant de voir ça. Puis j'adore le voir faire ça. C'est sûr que c'est pas un niveau de jeu très élevé, la USHL, mais l'année prochaine en NCAA, j'ai vraiment hâte de voir à quel point il va être capable de transposer son jeu dans cette ligue-là. Selon moi, il va être capable, il va travailler en plus, il va jouer pour l'Université du Michigan. Wow, ça va être toute qu'une saison pour lui, selon moi, vraiment une bonne équipe pour le type de défenseur qui est. Puis au niveau de l'offensive, ce qu'on pourrait dire de plus, il n'y a pas vraiment de points négatifs à son offensive. Il faut juste qu'il se fasse confiance, dans le fond. On le voit surtout dans les 2 derniers mois, à quel point que quand il se fait confiance, puis qu'il va de l'avant en offensive, qu'il prend la rondelle, puis qu'il l'amène, ou bien qu'il fait une passe pour relancer l'attaque, on voit vraiment que c'est là qu'il est à son mieux. Puis selon moi, il va intéresser beaucoup de recruteurs, surtout avec son physique. Tiens, on va continuer sur son physique un peu. Un peu comme n'importe quel autre joueur que j'ai parlé jusqu'à maintenant dans mes capsules, c'est pas un joueur physique, mais vraiment pas. Power était bon pour séparer un joueur de la rondelle. Dans le fond, l'écraser sa bande tranquillement, pas vite, le faire mourir le jeu sa bande, il était bon. Utiliser son corps pour séparer le joueur de la rondelle, il était bon là-dedans. Quinn Hughes, lui, c'est plus sa mobilité, suivre son joueur, puis jouer du bâton pour être capable d'y enlever la rondelle. Positionnement très bon. Décision avec la puck aussi pour relancer l'attaque et mettre la puck en sécurité. Bergevin, dans les dernières semaines, a mentionné quelque chose en entrevue que dans une conférence de presse, que j'étais d'accord avec lui, puis c'est quelque chose que j'utilise aussi, moi, pour évaluer les joueurs. Je vais pas braguer, mais c'est ça pareil. Que lorsque le joueur se débarrasse de la rondelle. Quand la rondelle quitte la palette d'un joueur, est-ce que la rondelle est en sécurité?
Si oui, ben c'est un bon jeu. Ben Hughes, c'est très rare que la rondelle, après avoir quitté sa palette, n'est pas en sécurité. Contrairement à Quinn Hughes, même Jack Hughes en défensive, que eux, c'est plus difficile. Luke Hughes est plus complet que ses frères, mais tout en étant aussi bon. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour ce joueur-là, puis qui va évidemment attirer les recruteurs. Bref, j'aimerais vraiment ça, le voir un peu plus physique le long des rampes, puis en avant du filet. Mais sinon, il est combatif. T'sais, c'est pas un gars qui va complètement être à l'écart du jeu défensif. Mais quand il se prend contre des gars de 5 et 10, 5 et 11, puis que c'est lui qui se ramasse ses fesses, ben tu vois qu'il y a un petit problème d'équilibre, de puissance aussi, puis de juste de mentalité de comment aller chercher la puck chez l'adversaire. Et ça va venir. Je suis pas en tout inquiet là-dessus. La maturité, la prise d'expérience, puis l'augmentation de difficulté aussi à travers les ligues va l'aider à prendre la maturité là-dedans. Comme je parlais un peu plus tôt, c'est un joueur qui a une mobilité élite. Sa mobilité va teinter tout son jeu. Tous les aspects de son jeu brillent à cause de sa mobilité, dans le fond. Tu sais, lorsque la rondelle, puis qu'il prend la rondelle dans son territoire, puis qu'il va la monter jusque dans en territoire adverse, ben il va utiliser tout ce qui est en son pouvoir pour déjouer les joueurs. C'est assez rare qu'il va déjouer le joueur une fois qu'il va être sur lui. Il va plutôt le faire avant que c'est nécessaire. Un peu comme Kovalev le faisait. Là, je ne le compare pas à Kovalev, là, mais je pense que c'est plus une image pour vous faire comprendre. Dans le fond, quand le joueur est environ à 2 mètres de lui ou même plus loin que ça, mais il va juste utiliser un mouvement de patte ou de peu importe là, pour le contourner, pour complètement le sortir du jeu. Si c'est pas possible, puis le joueur il est bon puis qu'il le suit, ben il va juste accélérer pour le déborder puis se rendre en offensive puis soit dumper la puck ou ralentir pour attendre ses joueurs. Donc, il est excellent là-dedans. Puis quand il est pas capable de faire ça, ben il y a toujours ses passes qui sont excellents, repérer ses options de passe. Il est très bon là-dedans. J'ai pas grand-chose à dire de négatif sur ce joueur-là, excepté le fait qu'il faut qu'il soit plus physique pour l'avenir et le fait que il faut qu'il prenne la maturité puis que ça va venir avec l'augmentation l'augmentation de la diversité à travers des ligues. Là. Donc, ça fait le tour un peu de ce que je voulais vous partager concernant Luke Hughes. J'espère que vous avez apprécié. C'est un joueur qui c'est pas mal dans mes préférés là, au niveau de la défensive pour ce repêchage-là. Selon moi, il va sortir dans le top 7-8. Il y a trop de dynamisme et de potentiel sur l'ensemble de la glace pour être ignoré. Si ça avait été un droitier, probablement qu'il aurait été très haut dans les listes. On a vu que c'est un gaucher puis qu'il y a d'autres gauchers sur la glace, dans les classements éligibles. Ben, peut-être qu'il est descendu un peu par rapport à ça. Veut pas, il y a de l'ADN de la Ligue nationale de hockey avec ses deux frères qui jouent en ce moment dans la Ligue et qui sont très bons. Donc, selon moi, c'est clair que les recruteurs de la Ligue nationale de hockey adorent ce jeune. Brent Clark, un espoir qui est éligible à la séance 2021 de la Ligue nationale de hockey. On va faire un topo global là, des talents du joueur, que ce soit en offensive, en défensive, son jeu physique, sa maturité sur la glace et sa mobilité. Mais pour commencer, on va parler un peu plus de sa bio. Donc, Clark est un défenseur droitier de 6 pieds 1, 181 livres. Il est né le 9 février 2003. Il a donc 18 ans, puisqu'on est le 19 février 2021. Il est né au Canada. L'année passée, il jouait dans la OHL, avec les Colesbury, mais cette année, il a été prêté en Slovaquie, au HC Novzamki. Il a joué 16 matchs là-bas, récolté 6 points, dont 4 buts. Écoutez, je pourrais vous parler de ses compagnons de trio, mais je pense que ce ne sera pas des futurs joueurs de la Ligue nationale de hockey. Vous ne les connaîtrez pas, donc c'est pas vraiment nécessaire. Mais sachez que leurs noms sont Vastila et Ferretta. Donc, c'est pas vraiment pertinent ici, mais bref. Il jouait surtout dans le top 4
Des fois, sa troisième paire également. Par beaucoup, c'est vu comme un joueur qui est dans le top 5 du repêchage, voire top 3, et même pour certains top 1. Mais avec son jeu en Slovaquie, peut-être que ça a baissé un peu là, dans les listes des gens. Donc, on va commencer par ses aptitudes offensives. Donc, pour le top 10 des défenseurs cette année qui sont éligibles, je dirais que Brent Clark, c'est le gars qui a le potentiel le plus élevé en termes de production et en termes de dynamisme. Clark est très polyvalent, c'est-à-dire c'est un bon fabricant de jeu, mais c'est aussi un très bon marqueur de but, si on veut. Son tir est très précis, il est très puissant. Il pourrait l'être plus, mais il veut pas. Il est quand même jeune, il a 18 ans, donc c'est pas un problème pour l'instant. Mais Simon Edvinsson, Luke Hughes et Owen Power ont pas un aussi bon tir que Clark. Ensuite, au niveau de sa paire de mains, très très bonne. C'est pas nécessairement un défenseur qui va passer au travers des joueurs. Ça arrive, là, il est capable de vous en sortir des belles, des feintes, mais il va plutôt les contourner, faire une spoon ou vous voyez le genre. Là. Il y a un bon maniement de rondelle, mais quand même pas trop risqué comme manœuvre. Donc j'aime quand même ça de lui, mais c'est juste le timing quand est-ce le faire qu'il va falloir qu'il l'améliore, parce que souvent, il est le dernier défenseur, soit en zone neutre ou en offensive, il est le dernier défenseur de son équipe en arrière, puis il va tenter une feinte. Souvent, ça va marcher, il n'y a pas de problème, wrap-around, là, mais souvent, il est le dernier défenseur, puis c'est risqué en maudit de le faire, ce genre de manœuvre-là, quand tu es le dernier défenseur, pour les revirements, les créer des échappées et tout. Donc ça, il va falloir qu'il l'améliore, mais c'est pas mal le cas pour n'importe quel défenseur à caractère offensif élite. Pour les jeunes de 18, 17, 16 ans, même 19, 20 ans, il va falloir qu'ils apprennent à se doser, parce que c'est un joueur comme je disais, qui est très dynamique, mais qui est surtout éparpillé, je dirais éparpillé. Dans le fond, en offensive, soit en offensive, en défensive ou dans une neutre, il est très dynamique. Il utilise vraiment beaucoup son patin et tout. On va en parler plus tard, là, son patin, mais il utilise beaucoup son énergie sur la glace, mais ça fait en sorte qu'il faudrait... Ça fait en sorte qu'il est comme, comme je disais, il est comme éparpillé et il perd beaucoup d'énergie à bouger inutilement, latéralement souvent. Donc, quand il va mieux comprendre comment utiliser sa mobilité et enfin, sa technique de patin et tout, ça va vraiment grandement augmenter son efficacité à réaliser des jeux. Comme on a vu, il y a pas beaucoup de points cette année en Slovaquie. Il a quand même, c'est correct, là, 5-6 points, c'est correct. Mais ça aurait pu être plus. Puis j'ai vu beaucoup de matchs. J'ai vu 5-6 matchs en Slovaquie. Et j'ai bien aimé ce que j'ai vu, mais on voyait qu'il essayait beaucoup, mais les points venaient pas. Il y avait la confiance de ses entraîneurs, mais comme je disais, les points venaient pas. Il y a beaucoup de jeux qui donnaient rien en fin de compte. Et ses coéquipiers n'étaient pas nécessairement super bons. Mais c'est rare que je mets la faute. C'est les autres joueurs qu'un joueur que j'évalue, dans le fond. Parce que ça sert à rien, puis de toute façon, ça fait comme déresponsabiliser le joueur de son jeu, puis j'aime pas ça. Bref, c'est un joueur dynamique. Puis, comme je disais, il y a un aussi bon tir que c'était un fabricant de jeu. J'adore la façon qu'il a de manipuler un corps défensif. La majorité du temps, les défenseurs modernes, dans le fond, pour le hockey moderne, il y a ça dans le hockey, ils sont tout le temps bons pour manipuler les joueurs en avant d'eux, que ce soit par les mouvements latéraux, des mouvements d'épaule ou de main, pour vraiment influencer leur mouvement, pour créer des lignes de passe ou des lignes de tir, des tirs-passes et tout. Mais ça, Brent Clark est excellent là-dedans. Ça va l'aider pour la transition dans le hockey professionnel de hockey. Dans le hockey professionnel, tout court. Donc, quand il va apprendre à jouer de cette façon-là, dans le fond, à se doser sur ses énergies, ben on va voir pas mal plus un joueur de hockey pro qu'en ce moment. Parce qu'en ce moment, il joue vraiment junior. Il joue pas en tout pro comme Owen Power ou Simon Edvinsson. C'est vraiment un gars junior en ce moment. Puis il y a de la maturité à prendre. Pas nécessairement son attitude. J'ai pas vu de problème niveau attitude, c'est-à-dire que, mettons, son coéquipier réussit pas un jeu, ou ben pas de frustration inutile. Ça, j'ai pas vu de ça. Fait que d'après moi, il y a quand même une bonne attitude. Mais il y a du travail à faire sur ses habiletés. Maintenant, parlons un peu plus en détail de sa technique de patin, sa mobilité. Écoutez, c'est un gars
il me fait beaucoup penser à Petrie dans ses débuts de la Ligue nationale de hockey. Pas seulement de sa mobilité, mais l'ensemble de son jeu. C'est-à-dire que Petrie, il essayait tellement des affaires, il voyait des trucs que le monde ne voyait pas, mais ça faisait en sorte qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne voyait pas de ses adversaires, qui créaient des revirements, des chances de marquer dans le camp adverse. Donc, Brent Clark me fait beaucoup penser à ça. Ça arrive qu'il va prendre la rondelle dans son territoire, qu'il va la monter, mais il y a vraiment trop de dentelle pour certaines situations qui vont créer des revirements ou juste des jeux qui meurent pour rien avec une perte de rondelle. Fait que Petrie, à cette heure, il n'est plus comme ça. Il a vraiment pris la majorité quand il a pris la place de défenseur numéro 1 de Shea Weber avec le Canadien de Montréal. Mais Brent Clark, il n'est pas encore là, il est encore très jeune. Mais voyez un peu le genre de défenseur qui est là. T'sais, je compare pas le talent, peu importe, je compare juste le genre de joueur qui est, c'est-à-dire assez polyvalent, mais avec un instinct offensif assez élevé. Niveau mobilité, dans le fond, il est très bon, comme je dis, c'est un gars dynamique qui s'éparpille un peu, mais quand il l'a dans un match, c'est très impressionnant à voir. Il est capable de véhiculer n'importe où sur la patinoire, droite à gauche, nord-sud, ça, il n'y a pas de problème. Il est capable de contourner les joueurs avec des beaux mouvements de jambes, dans le fond, pour complètement les écarter du jeu pour se libérer. Ça va arriver qu'il va rencontrer un joueur qui est capable de le suivre, mais généralement, il va tomber à POC en fond de territoire pour pas la perdre inutilement, pour au moins que ses coéquipiers puissent aller la chercher. Même souvent, ça va être lui qui va y aller, il va aller en échec avant. Donc, c'est pas un problème à ce niveau-là. Puis, j'adore le voir contrôler la rondelle. C'est vraiment un défenseur moderne, puis selon moi, il va jouer très, très bientôt dans la Ligue nationale de hockey. Pas l'année prochaine, possiblement pas l'année après, mais un peu comme Bowen Byram, là, vers 20 ans, là, la saison qui va avoir 20 ans, après moi, c'est un bon hint pour lui, pour voir des petits shots dans la Ligue nationale de hockey. En plus, il est droitier, puis c'est le genre de défenseur qui est très recherché dans la Ligue nationale de hockey, cette chose-là. S'il y avait quelque chose à améliorer au niveau de sa mobilité, ce serait de l'explosion. C'est pas nécessairement le gars qui va prendre sa vitesse maximale rapidement. Mais encore une fois, pour ça, je vais vous répéter, pour beaucoup de joueurs qui ont une bonne mobilité à cet âge-là, mais qui n'ont pas une bonne explosion, ça va venir avec la prise de poids. Il y a encore du poids à prendre, ce gars-là, puis ça va venir, je suis même pas inquiet. La mobilité va s'améliorer à ce niveau-là, puis on va voir un très, très bon joueur de hockey sur la glace. Donc, son jeu physique. Jusqu'à date, on n'a pas parlé de joueur nécessairement physique. Brent Clark a le meilleur potentiel à date des défenseurs que j'ai parlé, Edvinsson, Hughes et Power. Malgré le fait qu'il est plus petit que Power et Edvinsson, c'est pas mal lui qui a le meilleur potentiel, qui a plus le goût de jouer physique, si on veut, que ce soit pour les open eyes en zone neutre, sur le bord de la bande avec les hip checks, dans le fond des coups avec la hanche, ou devant le filet puis sur le long des bandes. Ça, il y a un vouloir de le faire, puis ça arrive qu'il va le faire quand même bien. Surtout dans WHL, dans le fond, dans la Ligue de l'Ouest. En Slovaquie, c'est pas une ligue qui est super physique, donc ça arrive un peu moins, mais on a vu quelques flashs physiques là, que j'ai bien aimés dans les matchs que j'ai regardés. Mais devant le filet, j'aimerais le voir un peu plus méchant, mais c'est pas vraiment son rôle dans une équipe de hockey. Son rôle, c'est pas être Shea Weber. Son rôle, c'est être plus un Jeff Petrie. Là. Donc, utiliser son corps pour séparer le porteur du disque de la rondelle, mais pas nécessairement de démonter le gars. Ben, c'est ça, il va être assez bon pour faire ça. Mais il faut qu'il améliore, il faut qu'il prenne l'expérience, de la maturité encore là-dedans. Son positionnement est pas toujours bon. Il a un vouloir de jouer. Il laisse pas tomber son jeu défensif. Puis ça, c'est de bonne augure pour la suite des choses. Mais il y a quand même beaucoup d'expérience à prendre à ce niveau-là. Il va falloir qu'il soit coaché, vraiment bien coaché, pour qu'il devienne un joueur professionnel de la Ligue nationale de hockey, puis surtout bon dans son territoire. Son angle d'attaque est pas tout le temps bon. Ça va arriver qu'il va créer des revirements chez l'adversaire à cause de sa mobilité surtout puis de son positionnement, mais c'est plus de la chance des fois que vraiment du vouloir du joueur. T'sais, ça reste un bon joueur de hockey, là, c'est sûr qu'il est capable de jouer défensif, mais il faut vraiment qu'il apprenne à y jouer. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur son jeu défensif, outre le fait que ça va venir avec le temps. Je suis pas en tout inquiet là-dessus.
Donc, ça fait un peu le tour de ce que je voulais dire concernant Brent Clark. Il va assurément sortir très tôt dans le repêchage là, cet été ou s'il est repoussé l'année prochaine ou bref, je sais pas quand est-ce que ça va se passer, mais c'est clair qu'il va sortir dans le top 10. Je le vois plus top 5 parce que son potentiel élite en offensive est trop bon pour qu'il soit ignoré, surtout que c'est un droitier. Et dans les top défenseurs cette année, il n'y en a pas beaucoup de droitiers. Donc, d'après moi, il pourrait sortir très tôt en raison de ça et de son potentiel physique, de jeu physique. Selon moi, ça va intéresser du monde. Je vois Power avant lui, mais pour le reste, il y a sa place contre Ed Vincent, contre Luke Hughes, contre Carson Lambos, qui va probablement faire partie des prochains défenseurs que je vais vous parler. Donc, il y a sa place parmi cette talle-là. Fait que attendez-vous à ce qu'il sort assez tôt. Il va y avoir beaucoup de défenseurs dans le top 4. Moi, dans le top 10. Moi, j'en vois environ 4 ou 5 sortir, ce qui n'est pas arrivé depuis un bon bout déjà. Ou c'est jamais peut-être arrivé, j'ai pas fait de recherche là. Mais attendez-vous à ce qu'il sorte très tôt. Aujourd'hui, je vous parle de Fabian Lucel, un espoir qui est éligible à la séance de cette année. C'est un espoir qui a un classement assez différent de ce qu'on vient de parler, dans tous les espoirs qu'on vient de parler, c'est-à-dire qu'on le voit très haut, mais aussi très bas parfois, selon l'observateur. Bref, on en parlera plus tard. Le profil que je fais aujourd'hui va vous parler des talents du jeune, c'est-à-dire offensif, défensif, son physique et sa mobilité. Mais on va commencer avec un petit contexte, dans le fond, où il va jouer. C'est un Suédois, il a 18 ans, il est né le 19 janvier 2003. Donc, c'est un joueur qui est dans la moyenne au niveau de l'âge, dans la séance. C'est un droitier, 5 pieds 10, 168 livres. Donc, il est assez petit, très petit. Et ça va impacter justement son jeu. Ensuite, il a joué pour deux ligues en ce moment. Il a joué pour Frölunda dans la nationale, qui est l'équipe junior. Dans le fond, il y a la Ligue junior en Suède. Et il a joué aussi dans la SHL pour Luleå. Il a joué 11 matchs pour Frölunda et 21 dans la SHL. Pour Frölunda, il y a eu 13 points en 11 matchs. Et pour SHL, c'est 3 points par match. Par contre, il a joué surtout sur la 4e ligue, moins de 10 minutes par match. Donc, on comprend un peu sa production à ce niveau-là. Et dans la nationale, son jeu était beaucoup moins inspiré que dans SHL. C'est un peu ce qui est paradoxal avec ce joueur-là, c'est-à-dire qu'il était vraiment... il était bon dans la nationale, mais beaucoup moins impliqué dans le jeu. Ça étant, je sais pas, peut-être qu'il se voyait au-dessus de ça, là, mais dans SHL, c'est un joueur complètement transformé. Sûr qui joue pas beaucoup, mais on voit qu'il veut se prouver et qu'il veut jouer. Et ça, ça l'a fait augmenter dans ma liste personnelle au repêchage. Mais on va en parler dans un futur épisode de podcast. Pour Luleå dans la SHL, il joue, comme je disais, sur la 4e ligne, surtout avec Madsen puis Music, puis Fabricius aussi. Mais comme je disais, c'est pas vraiment nécessaire d'en parler. Là. C'est pas les joueurs connus. Puis dans la nationale, il joue avec Lundberg et Hallen. Quelquefois avec Levinson aussi. Encore une fois, c'est pas des espoirs de très, très, très grande qualité. Donc, je vous en parlerai pas nécessairement dans le cadre de ce capsule. On va commencer par ses aptitudes offensives, c'est-à-dire les aptitudes les plus intéressantes pour ce jeune. Le nerf de la guerre pour Lucel, c'est surtout sa vision du jeu. C'est ce qui va le caractériser le plus son jeu offensif. Mais ici, comme je disais dans la SHL où il a joué le plus cette année, il faut se concentrer surtout sur le potentiel du joueur et les flashs qu'on a vus que sur vraiment la production et les résultats sur la glace. Parce qu'il y a deux versions. Il y a eu la nationale et la SHL. La nationale, c'était vraiment pas intéressant. Oui, on voyait des flashs de rapidité. C'est un joueur excessivement rapide et de la production offensive, mais c'est surtout en SHL qu'on a vu que ça se transposait quand même bien dans un contexte professionnel de hockey, dans une ligue assez forte, et qu'on a vu qu'il était un peu plus impliqué dans le jeu, que ça lui tentait plus de jouer. Dans la nationale, après l'avoir vu, je l'avais mis assez bas dans ma liste. J'avais pas aimé pantoute ce que je voyais. J'aimais les flashs qu'on voyait, mais au niveau de
de son enthousiasme sur la glace, je trouvais que c'était un peu bof, tu sais. Mais dans SHL, mon opinion a complètement changé de ce jeune-là et j'ai adoré ce que j'ai vu. Donc, je vais surtout parler de ce que j'ai adoré parce que c'est à ça que ça sert un peu mes capsules, c'est vous faire connaître les jeunes, pas nécessairement de leur taper sa tête parce que ça sert à rien. C'est des jeunes joueurs qui a beaucoup de développement à faire. Surtout quand on va être rendu plus loin en première ronde et peut-être dans la deuxième ronde, si j'ai le temps, ça sert à rien de trop parler des points négatifs parce qu'on va suranalyser ce qui arrive de négatif, puis je suis pas un scout professionnel, ça sert à rien. Donc, pour Fabienne Lucel, je dis Lucel parce que c'est ça qu'ils disent qu'il dit quand je regarde les matchs en SHL, là, bref, ensuite. Donc, c'est un joueur qui a un potentiel offensif assez élevé. Pas nécessairement à cause de sa production, comme je disais, mais à cause de ce qu'on voit sur la glace en ce moment quand on le regarde jouer assez attentivement. Il n'y a pas, on va commencer par un peu négatif, il n'y a pas un bon tir. En fond, au niveau de la puissance, il y a une très bonne technique de lancer pour changer le release, dans le fond, là, pour changer l'angle du lancer avant qu'il s'élance, là. Pour changer de position, pour rendre dans un tir très clean, dans le fond, au gardien de but, un lancier voilé. Ça, il est excellent là-dedans. Mais c'est surtout le proche qui va lancer. C'est très rare qu'on le voit le lancer au filet en dehors des cercles de mise en jeu. C'est bien, là, c'est tout à fait louable parce que je crois qu'il sait qu'il manque de vélocité à son lancer. Donc, il veut s'approcher le plus possible. Je dirais pas que c'est un joueur de trafic, c'est pas tout ça. C'est rare quand même qu'il va couper au filet en montant la puck quand il y a du trafic et tout, mais c'est pas non plus un joueur strictement de périphérie. Il y a une certaine combativité à ce joueur-là que j'aime bien. L'autre chose que j'aime bien de Lucel, c'est un peu comme Eklund, il va être capable de faire des jeux complètement ahurissants. Pour fabriquer des jeux pour ses coéquipiers. Il est complètement ahurissant, malgré le fait qu'il va être couvert. Donc, il est très faible physiquement, mais il est bon pour rester bas, rester en contrôle de la rondelle, puis faire une passe à quelqu'un qui est libre, parce qu'il attire beaucoup le monde à lui. Okay? Mais dans la nationale, ça arrivait souvent que ça fonctionnait, mais dans la SHL, c'est plus difficile pas mal parce que les joueurs ont plus d'expérience. Mais on le voit de temps en temps. C'est une des choses qui me fait dire qu'il va arriver à le faire dans un niveau en Amérique du Nord. Donc, malgré le fait que le jeu soit serré, qu'il y ait du monde sur lui, il est capable de faire de quoi puis de provoquer de l'offensive. Donc ça, j'adore ça. Ensuite, il y a des excellentes mains pour traverser les joueurs, pour les contourner, pour protéger la rondelle. Quand il va améliorer son physique, c'est sûr que ça va améliorer son taux de succès pour ses batailles en 1 contre 1. Il faut vraiment qu'il apprenne à se protéger parce qu'il se fait ramasser des fois assez solidement. Je ne l'ai pas encore vu se faire geler, mais pas loin. Fait qu'il va falloir qu'il travaille un peu là-dessus. Mais toute son offensive, là, tout ce que je viens de vous dire là, est teinté par une mobilité. C'est pas le gars le plus mobile du repêchage, c'est pas loin. Quand ça y tente, c'est-à-dire quand il était dans SHL, quand il est dans SHL, il patine comme le vent. Il a une très bonne accélération, il a une très bonne vitesse de pointe et une technique aussi très fluide. Il n'y a pas de problème pour lui de changer de direction latéralement, de foncer nord-sud, de contourner les joueurs avant qu'ils les atteignent. Bref, pour lui, pour le niveau du patin, il a tout pour réussir. Puis en plus, il est capable de faire tout à haute vitesse. C'est pas Connor McDavid, parce que c'est ça qui caractérise le plus le jeu de Connor McDavid. Mais pensez un peu à un joueur très rapide qui, même s'il est à pleine vitesse, est capable de déjouer le monde. C'est très impressionnant à voir. On le voyait surtout dans ses bonnes games en national. En SHL, ben, vu qu'il joue beaucoup, on le voit pas énormément. Mais quand on se concentre vraiment sur lui, sur la glace, on voit beaucoup de flash là-dessus. Donc, comme je viens de dire, c'est surtout un fabricant de jeu qui a une mobilité extrême. Ben, extrême. Élite, si on veut. Mais si on le sort de la zone offensive, quand il était dans la nationale, il perdait tout goût au hockey, il se laissait glisser, il était pas impliqué beaucoup. Ça arrivait de temps en temps, il n'est pas complètement inutile, c'est pas un cône orange, là, mais il était... Bref, c'est une des raisons pourquoi je l'aimais pas beaucoup dans la nationale, c'est-à-dire qu'il se laissait faire en défensive, puis j'aimais pas ça, il n'y avait pas de back-check non plus. Mais, dans la défensive, quand il joue en défensive, ce que j'aime le plus, c'est qu'il est pas mal plus impliqué que dans la nationale. Okay?
il se laisse pas aller, il se laisse pas glisser, il met de la pression, il veut récupérer la rondelle le plus vite possible pour relancer l'attaque. Il va en créer des revirements, mais c'est surtout un gars qui va mettre de la pression pour une passe rapide d'un coéquipier ou dans un espace qui va être habité par un de ses défenseurs. Comme ça, lui, la plupart du temps, ce qu'il va faire, c'est pas lui qui relance l'attaque. C'est pas lui qui va accueillir une passe pour la transporter jusqu'en zone adverse. C'est plutôt l'élément de transition le défenseur, dans le fond, il va y envoyer la rondelle, puis lui, il va la faire dévier ou va la prendre et la lancer à un de ses coéquipiers pour relancer l'attaque. Et je le trouve vraiment bon dans ce rôle-là. Puis c'est un rôle qu'on voit souvent. Gallagher, c'est un de ses rôles en défensive pour le Canadien de Montréal. Et là, je ne compare pas contre les deux joueurs, je vais juste vous parler du rôle en défensive. Là. Il va attendre la passe du défenseur, puis il va la faire dévier ou il va l'envoyer à un de ses coéquipiers pour la relance. Donc ça, il est excellent là-dedans. Vu que c'est un ailier, c'est pas mal sa job-là. Mais je le trouve bon là-dedans. J'ai été étonné parce qu'en national, il était vraiment mauvais là-dedans. Donc là, je vois qu'il est pas mal plus impliqué, il est pas mal plus conscient que là, son avenir se joue. Et je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Parce qu'avec son jeu de national, je me demandais s'il y avait un problème d'attitude. C'est pas nécessairement que c'est une pomme pourrite, mais plus que je me disais, bon, là, il se voit au-dessus de tout ça, est-ce qu'il se pense meilleur qu'il est? Ou bien il y a quelque chose qui se passe, tu sais. Puis là, quand je l'ai vu dans la SHL, je disais, OK, non, je pense pas qu'il y avait un problème d'attitude, c'est juste que peut-être qu'il voyait pas l'urgence de la situation nécessairement. Là, il est capable de jouer, il joue, puis il a de l'air content, il a l'air heureux sur la glace, puis c'est la meilleure affaire qui pouvait y arriver, contrairement, mettons, à un gars comme Noël Gunler, qui jouait à l'ULEA en début d'année, puis l'année passée, puis que je détestais en raison de son attitude. Là, il joue autant que Noël Gunler, il a moins de production, mais il est beaucoup plus utile à son équipe que pouvait l'être Gunler en raison de son attitude. Ensuite, comme j'ai dit plus tôt, c'est un gars assez faible physiquement. Il peut se faire démonter assez durement par les joueurs. Il va falloir qu'il améliore ça pour jouer en Amérique du Nord, en Amérique du Nord, parce qu'il va se blesser. Il n'y aura pas une grosse carrière s'il n'améliore pas ça. Oui, le hockey a changé, mais pas assez pour enlever complètement le physique. Donc, je l'ai vu à plusieurs reprises faire des plaqués dans l'angle mort. Quand même assez légal à ses adversaires, mais tu sais, très, très opportuniste, mettons, là. Tu sais, il réussissait à démonter le gars pour qu'il tombe à terre, mais il était plus chanceux que d'autres choses parce que le gars l'avait pas vu. Donc, tu sais, c'est louable, c'est bien correct, là. Mais va falloir quand même qu'il améliore sa protection de rondelle puis sa force dans le bas du corps, mais aussi dans le haut, pour qu'il soit capable de récupérer la rondelle pour même gagner une coupelle de bataille à 1 contre 1. Parce que oui, c'est bon d'être capable de faire des jeux quand tu as 2-3 gars sur toi, puis tu as la rapidité d'exécution pour être capable de les faire, mais si le contact s'en vient parce que tes autres coéquipiers sont couverts, puis tu n'as pas le temps de leur envoyer sans créer de revirement, donc il faut que tu conserves la puck, ben faut que tu sois capable d'absorber le contact. Puis lui, pour l'instant, il est pas capable pantoute. Vraiment, il a un problème là-dessus. Il se fait souvent, il débalance souvent puis il tombe à terre. Donc là, ça va être quelque chose, il va falloir qu'il travaille énormément. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous partager concernant Fabian Roussel, un prospect très intéressant pour le prochain repêchage. Vous allez voir là, dans les listes, il va faire le tour entre le top 10 et le top 30, puis peut-être même la deuxième ronde. Si le monde il regarde juste la nationale, c'est clair qu'il va être bas. S'il regarde un peu dans la SHL, puis qu'il se concentre vraiment sur le potentiel de ce joueur-là, ils vont le mettre assez haut un peu. Au début d'année, j'avais parlé avec un de mes collègues du TSLH Podcast et de toursurlehockey.com, c'est-à-dire Larchie, et je comparais à un de ses espoirs, à son espoir favori de la dernière séance, c'est-à-dire Seth Jarvis. Il ressemble beaucoup à Seth Jarvis tout en étant suédois. Et c'est un peu à ce genre de joueur-là où le même classement qu'on doit s'attendre pour la séance, c'est-à-dire top 15, top 10, ça dépend toujours de l'équipe qui désire le choisir. Là. Selon moi, il va être haut sur certaines listes, il va être bas sur d'autres. Donc, on va voir là au niveau de la séance. J'espère le voir assez haut parce que j'adore ce joueur-là. Il est bon, sérieusement. Puis, une fois qu'il va avoir pris de l'expérience au hockey professionnel, ça va être beaucoup mieux pour lui. Donc, je vous remercie d'avoir été là, de m'avoir écouté. Vous allez pouvoir voir le profil de Seth Jarvis de Fabian Roussel cet été sur le toursurhockey.com. D'ici là,
N'hésitez pas à partager le profil qu'on vous partage sur toutes nos plateformes podcast. Donc, je vous remercie beaucoup et on se revoit sur le toutsurhockey.com.